On est entre 250 et 320 000 visiteurs par an. Ce qui est énorme, c'est un lieu de vie très intégré et dans toutes les couches de la population de Roubaix, ce qui faisait de lui un lieu unique. Le premier musée à Roubaix s'appelle Musée industriel de Roubaix. Il est créé en 1835. C'est la conservation d'échantillons de la production textile locale, immédiatement liée à une école de dessin pour le textile. Et en 1889, le musée est devenu musée national. Ça sera le seul qui est connu de Nord-Pas-de-Calais. Victor Champier est très connu, même à l'international, comme étant un des porteurs des théories de l'art dans tout et de l'art pour tous, qui ne met pas de hiérarchie entre les arts appliqués ou les arts décoratifs et les beaux-arts. Donc en 1902, quand il arrive, Champier va appliquer à Roubaix ce principe. Et c'est vraiment l'homme qui a fabriqué l'esprit du musée, c'est vraiment notre père conservateur. Henri Selosse, qui était un négociant textile, lègue sa collection au musée, dont ce qui reste pour nous une œuvre emblématique est le combat de coq en Flandre de Rémi Coge. Et puis, en fait, à peu près en même temps, vous allez avoir une deuxième donation très importante, qui est celle de Jean-Joseph Wertz. Le musée est réinstallé, comme avant la guerre, mais sauf qu'il n'est pas ouvert au public. Et en 1959, l'État supprime le musée de Roubaix de la liste des musées nationaux et abandonne tout sur place. Donc là, il va y avoir des années catastrophiques parce que dans les années 60 et 70, où les professeurs conseillent aux étudiants d'aller découper les tableaux pour faire des collages, une énorme partie de la collection de tissus anciens a malheureusement disparu dans cette période. Il y a eu ce mariage des deux problèmes. Finalement, l'idée du musée trouvait sa solution dans le problème de la piscine. Et quand on a visité le lieu à l'automne 85, c'était dans un état absolument dramatique. Par contre, vous sentiez que vous étiez quand même dans un bâtiment exceptionnel. Lebas définit comme problème principal à Roubaix au moment de son élection la tuberculose et la mortalité infantile qui était absolument catastrophique parce que peut-être 10% des Roubaisiens avaient un cabinet de toilette, même pas forcément une salle de bain. Donc il va faire appel à un architecte lillois qui s'appelle Albert Barre pour lui construire la plus belle piscine de France. Comme il y avait l'art pour tous au musée, il fallait qu'il y ait le sport et la propreté pour tous avec la piscine. 300 cabines. Un bassin de 50 mètres de long et 12 mètres de large. Un matériel spécial pour la natation scolaire. Barre part du plan d'une abbaye cistercienne. Chaque salle de bain a sa fenêtre qui donne sur ce jardin, comme les cellules des moines ou des religieuses. Et il décide de créer ces deux grandes verrières qui symbolisent évidemment le soleil couchant et le soleil levant. C'est la parenthèse enchantée dans la vie de l'ouvrier à Roubaix. Même les enfants du patronat vont venir ici. Aucune ville dans le Nord n'a eu un équipement comme celui-ci de partage de la joie, de l'apprentissage de la natation, avec des méthodes qui sont des méthodes que moi j'ai encore connues quand j'étais jeune, qui étaient quand même assez rudes. Ça a été le soir à 5h. Le lendemain matin à 9h, André Diligent était là pour expliquer à toute l'équipe que c'était fini. Ça a été d'une brutalité extrême.
des points forts du projet qu'a bien respecté Philippon, c'était de garder ce mobilier sanitaire et technique de la piscine en le transformant en vitrine pour les collections. C'est aussi là que le mariage était possible. C'est-à-dire, si le musée n'avait eu que des tableaux de Rubens de 7 mètres de haut, les cabines étaient plus difficiles à utiliser. Et les Roubaisiens qui revenaient ici, qui étaient terriblement inquiets de savoir ce qu'on avait bien pu faire de leur piscine, la retrouvaient complètement. Un des éléments forts de cet agrandissement, c'est la salle sur l'histoire de la ville. Bon, d'abord parce que le panorama de l'inauguration de l'hôtel de ville, c'est quand même un tableau qui prend de la place. C'est la galerie de sculpture et puis une deuxième salle d'exposition temporaire. Le plus spectaculaire, c'est l'atelier d'Henri Bouchard. Par exemple, vous avez une planche à clous, qui est un outil qui sert à faire des bas-reliefs. Il y en avait dans tous les ateliers de sculpteurs des monuments publics de la Troisième République. Aujourd'hui, on peut penser que c'est le seul qui a été préservé. Voilà. Ça m'est jamais arrivé en 30 ans de rentrer dans cette partie du musée sans me dire qu'on avait vraiment eu une chance extraordinaire. Voilà. On savait que c'était un lieu proche des gens et on savait aussi que c'était un lieu qui imprimait la mémoire même des plus petits. Voilà.